j'ai connu ce lieu en 64. J'avais été embauché par une équipe qui travaillait sur Cyrano de Bergerac. Et le décorateur était Jacques Dupont, peintre. Et Jacques Dupont avait un peu la technique impressionniste par touche, par pointillé. Et les costumes devaient ressembler à cette illustration-là, en fait. Et ici, il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui embellissaient tous les tissus qui allaient construire le costume. Alors, oui, tu connais les costumes de Jacques Dupont, de 64. Et il n'y a pas une surface de tissu qui ne soit peinte ou remise enfin enjolivée, en fait. Enjolivée pour donner de la matière. Et c'est comme ça que j'ai connu donc, la Comédie Française, parce que je n'avais vu aucun spectacle. Et ça m'a permis de connaître les ateliers aux Français. Et j'avais apprécié en fait la qualité du travail. Parce que moi, je venais, en fait, j'ai été formé dans la haute couture. Ensuite, je suis allé au théâtre. Le théâtre m'a plu pendant 6 mois. Et ensuite, enfin, je veux dire, la confection costume au théâtre m'avait déçu, en fait. Et voilà, je me cherchais, en fait. Je suis retourné à la couture parce que j'avais l'impression de perdre le métier, la belle main. Parce qu'en couture, on ne vous trouvait jamais bien, et au théâtre, on vous trouvait merveilleux, quoi. Mais moi, je sentais que je perdais, en fait. Et lorsque j'ai rencontré ces ateliers, je me suis aperçu qu'ils avaient encore une tradition de couture, en fait. Il fallait avoir une main, enfin une main faite, quoi. Oui, c'est ça, on appelle ça des mains en couture. Et si vous n'avez pas la main, vous n'êtes pas bon. On était très vigilants, par exemple, porter bien mettre son dé, bien tenir l'aiguille, comment pousser l'aiguille, comment la récupérer, le rythme. Sachant que chaque geste dont tu parles n'est pas le même si nous sommes dans l'atelier tailleur ou si nous sommes dans l'atelier des réalisations des costumes femmes. On n'utilise pas les mêmes aiguilles, on ne positionne pas sa main de la même façon, on ne prend pas le tissu de la même façon. Mais il faut que le geste... Oui, parce que les tailleurs plient le doigt, et même des apprentis, par exemple, qui n'arrivaient pas à plier le doigt, on leur attachait le doigt. On ne le fait plus, ça. On ne le fait plus, c'est fini. Mais bon, ça obligeait de... Tandis qu'en couture, on a le doigt moins plié, et on pousse plus avec... et on a des aiguilles plus longues. Des aiguilles plus longues. C'est pas le même geste, mais le geste doit être beau aussi. Je me souviens, dans les ateliers de couture, qui étaient très silencieux, on entendait, et ça c'est de l'esthétisme pour moi, on entendait le bruit de l'aiguille qui tapait le dé. Et c'était très beau comme... J'aimais beaucoup entendre ça, tu vois. Oui, parce qu'il y avait des mains, les mains étaient superbes, quoi. Les femmes cousaient superbement bien. Je peux un peu l'historique, en fait. Enfin, moi, quand je suis rentré, il y avait une repasseuse qui était magnifique. Alors, elle avait appris chez les Bonnes Sœurs. C'était la meilleure formation. Comme Chanel a appris chez les Bonnes Sœurs la couture. Hein. C'était des bonnes formations. On savait amidonner, repasser, plisser, tuyauter, tout ça. Et cette personne a transmis à d'autres générations, et ainsi de suite. Ça se transmet par savoir-faire. Et aujourd'hui encore. Et aujourd'hui encore, obligé. Aujourd'hui encore, à la Comédie Française, il y a 2 repasseuses à qui le savoir-faire a été transmis aussi, et qui sont
toujours passionnées. Ah oui, elles sont passionnées. De cette minutie du travail et qui sont toujours très étonnées d'avoir un objet. Donc c'est un col, ce sont des manchettes, ce sont des poignets, ce sont des jabots, ce sont des ruchers, des bonnets. Elles prennent cet objet, elles le lavent, c'est un chiffon, et elles me le disent encore. Regarde Sylvie, avant, après, j'adore. Oui, et le plaisir de, en repassant traditionnellement, en amidonnant, en pesant, en tuyautant, avec des fers, avec des coques, de transformer ce chiffon en sculpture. C'est une vraie sculpture, et elles ont ce plaisir et ce savoir-faire. Et il n'y a qu'ici. Alors oui, actuellement, dans les théâtres en France et même, je pense, en Europe et peut-être même dans le monde, où on garde ce savoir-faire, où on le transmet. Il n'y a pas d'école, donc il n'y a que dans ce service. Le jour où l'une des deux partira peut-être à la retraite, il y aura quelqu'un d'autre qui prendra le relais et à qui on prendra le temps de transmettre ses savoir-faire. Non, mais et là c'est pareil, il y a un geste magnifique aussi, le tuyautage. Le tuyautage. Ou alors la fraise. Et la fraise et les petits, dans les chemises romantiques, il y avait des petits plissés qu'il fallait, avec le bout du fer, donner du rond. Elle passait, c'est incroyable. Ça peut être parfois pour une fraise ou pour une chemise, avec ce genre de petite garniture très délicate, ça peut être 3 heures de repassage. Oui. Et elles adorent. Non, pour les coupes historiques, en fait, par rapport aux films que l'on voyait, Visconti, Le Guépard, Senso, enfin, Mort à Venise, enfin tout ça, en France, on était encore sur des costumes décoratifs, en fait, conventionnels. C'était le décor qui comptait, pas la forme, en fait. Donc cette forme se transmettait de génération en génération. Alors moi, j'ai voulu commencer, mais je me suis fait tirer les bretelles, en fait. Parce que je me suis retrouvé responsable de l'atelier avec des travaux en cours, pas commencé. Et il fallait pourvoir. C'était les femmes savantes que montait Jean Piat, et dans des décors et costumes de Chaplin-Midi. Chaplin-Midi, je ne l'ai jamais vu. Il nous a apporté les maquettes et il fallait reproduire, comme on arrivait, nous, avec nos moyens, comment interpréter, parce qu'on n'avait pas de culture de costume. On avait la culture conventionnelle, et j'ai voulu, comme j'étais irresponsable, j'ai voulu changer, en fait. J'ai voulu changer, j'avais supprimé une pince dans un costume. Si tu vois, les justes-corps, les habits 17e. Alors, dans les habits 17e, tu avais 2 pinces. Et dans les habits 18e, tu n'avais qu'une pince. Tu vois ? Traditionnelle. Façon conventionnelle tailleur. En fait, c'était une veste, c'était coupé comme un veston, avec des basques en plus. Et chacun interprétait, voilà. Sachant que ces habits-là, 17e ou 18e, depuis on sait qu'il n'y a pas de pince. Alors voilà, dans le vêtement masculin, on n'a pas le droit à des pinces. Ça jusqu'au fin 19e, il n'y a pas eu de pince. On a commencé à faire des pinces au début du 20e. C'est ça la difficulté, en fait. On est limité, et c'est ça aussi qui fait l'art du tailleur, en fait. C'est par cette limitation des choses qui rend possible un bel ouvrage. Alors, et qui nous permet aussi de retrouver, même si on n'est plus tout à fait sur les mêmes morphologies, donc maintenant on les adapte, oui, mais c'est ce qui nous permet aussi de retrouver
la silhouette, d'être au plus proche des lignes, des silhouettes d'époque. Voilà. Alors évidemment, quand on trouvait... c'est vrai que moi j'allais aux puces, j'essayais de trouver des éléments, mais il y avait... on ne trouvait pas grand-chose. Tout avait été raflé déjà par Tirelli. Tirelli, qui avait un atelier à Rome, qui travaillait avec Tosi. C'était un collectionneur. Il raflait tout, à n'importe quel prix. Alors quand on passait, nous, derrière, on n'avait pas... Enfin, à cette époque-là, 22 ans, je n'avais pas d'argent. Tu n'achetais rien, quoi. Il y avait un atelier aussi à Paris, c'était l'atelier du costume. C'était 2 filles qui le dirigeaient, de ma génération. Et elle aussi, elle était collectionneuse. Et on se passait, celui qui avait trouvé quelque chose se passait pour essayer de comprendre. Et il y a une dame qui nous a quand même aidés, c'était Yvonne Deslandes. Oui, la collection Le Loir, et tout ça, c'était dans les greniers. Alors, quand on tu as la chance... On allait regarder, de regarder, voilà, on a appris des choses, oui. Et par exemple, quand je faisais des prototypes, j'allais lui montrer. Voilà. Par exemple, lorsqu'on a monté Ondine, oui, Ondine ici, on a reconstitué... J'ai reconstitué le pourpoint du moyenâgeux, tu sais, le pourpoint rembourré et tout. Tout à fait. Alors j'avais fait une maquette et je suis allé lui montrer pour voir si c'était juste. Mais un costume historique, c'est pas forcément la vérité du théâtre non plus. Donc il y a, même si vous refaites... La vérité du théâtre n'est pas forcément une vérité historique. Voilà, on est obligé de transposer. On transpose, on exagère soit la forme, soit c'est l'entoilage. C'est jamais... bon, à moins de faire un vérisme comme il y a au cinéma, mais au théâtre, on n'a pas besoin de ce vérisme-là. Ce qui compte, enfin pour moi, c'est la silhouette qui soit juste, mais qui soit juste aussi par rapport à une époque, mais par rapport à ce qu'on peut connaître de ces époques-là, c'est-à-dire par la peinture. Parce que déjà, le peintre corrige des choses. Bien sûr, c'est déjà une interprétation. C'est déjà une interprétation. Donc voilà, je me servais de ça, moi, en fait. Que l'image soit ressemblante au tableau, quoi. Alors actuellement, par rapport à toutes les recherches qui ont été faites dans les années 70 dont tu parles et dont moi j'ai eu connaissance à travers les éditions de livres, les Nora Vogue, les Jeannette Arnold, et donc moi j'ai bénéficié de toutes ces recherches, mais actuellement, évidemment, on a tous ces documents qui nous aident, donc on n'est plus dans la découverte comme tu l'étais, Renato. Par contre, on continue les recherches, ça c'est certain, parce que par rapport à une maquette, à une lecture d'un document, d'une peinture, une posture, un mouvement qu'on sait qui va naître comme ça dans la mise en scène, parce que les mises en scène ont beaucoup changé. Ça fait peut-être aussi une grosse différence. À l'époque où toi tu faisais tes recherches, je pense les mises en scène étaient beaucoup plus statiques. Nous maintenant, on rentre une nouvelle donnée qui est de tenir compte énormément des mouvements et des comédiens et comédiennes. Et donc on est maintenant non plus dans seulement la recherche historique de la vérité, d'être au plus proche des formes, des volumes et des postures qu'on pouvait découvrir dans la peinture, où on est aussi dans la recherche du confort pour permettre à une mise en scène et à des comédiens une nouvelle liberté ou une nouvelle manière de faire du théâtre. Donc on continue bien sûr à travailler sur ces formes historiques. On bénéficie effectivement en termes de transmission. Si je vais faire de l'archéologie, je vais même retrouver les toiles de Renato. Je sais où elles sont. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Oui, mais je n'ai pas assez de temps pour les étudier. Parce que parfois, je suis retombé des choses qui m'étaient évidentes. J'ouvrais
ce qu'on appelle la bûche, les toiles roulées qui nous servent, qui étaient les patrons de Renato. Parfois, je les ai ouvertes, pas toutes, hein, pas le temps, mais je les ai ouvertes et je me suis dit, ah oui, là, d'accord, ok, c'est un petit pourpoint Louis XIII, voilà, les basques sont là, tout est là. Ah, il a fait le col comme ça, enfin voilà. Ça, c'était des petits bonheurs hein, de retrouver ça. Et parfois, je suis tombé sur des toiles, j'ai rien compris, Renato, pardon, mais j'ai pas eu le temps de les étudier. Mais j'adorerais. Non, mais alors, elle n'était pas. Et sinon, on bénéficie, donc, je parlais des coupes et de tes recherches et donc qui nous servent encore mais on bénéficie effectivement dans les réserves de costumes de la Comédie Française de documents exceptionnels. Je dis toujours, moi, c'est mon livre ouvert. Je n'ai même plus besoin de tourner des pages. J'ouvre des portes et j'ai des merveilles à découvrir. Et c'est vrai que je retrouve des pièces que Renato a faites et où je vois bien les étapes de recherche dont tu parlais, ou d'astuces ou de vérité retrouvées. Mais on a aussi quelques pièces très anciennes, et ça peut être un habit 18e, mais ça peut être aussi parfois, et moi je suis toujours très ému de tomber sur une blouse, une blouse du 19e siècle, parce qu'on retrouve d'abord la nature du tissu vraiment, on retrouve la manière dont c'était monté, et que c'est toujours très très inspirant. Et donc dès qu'on travaille sur une époque ou sur si je vois sur une maquette une pièce qui me fait penser, alors je vais prendre l'idée de la blouse parce qu'elle est très très simple. Je vais aller voir dans les réserves et je vais la ramener, cette pièce, dans les ateliers pour le montrer. Alors c'est très inspirant pour les créateurs parce que parfois ils disent ah bah voilà, c'est exactement ça, je veux ça. Donc en général je dis non parce que ça ne peut plus jouer, c'est dans des états quand même un petit peu fragiles. Mais par contre c'est notre document premier. Il y a une transmission comme ça aussi de ce qu'on a dans nos réserves et qui sont des modèles pour nous. On a énormément de... Enfin, je pourrais en citer, tu les connais bien, toutes les modes, parce que Renato a mis aussi beaucoup de modèles de côté. Mais c'est vrai que le costume, je veux dire, quand vous avez un costume, c'est lui qui vous apprend, en fait. Si vous avez un costume historique ou pas historique, il vous apprend quelque chose. La plus belle des transmissions qu'on puisse faire, c'est par le costume lui-même. C'est l'apprentissage du regard. Oui, c'est le regard. Je crois que c'est une très belle transmission. Apprendre à regarder, après apprendre à écouter aussi le propos du créateur et du metteur en scène. Mais déjà, notre transmission de costumier à costumier passe par, je crois, l'apprentissage du regard. Apprendre à regarder une peinture, apprendre à regarder un costume dans le stock, apprendre à regarder les mains qui travaillent à tous les niveaux de recherche, de documents, de création, de réalisation. Il faut qu'on puisse avoir cette exigence de regard et s'interroger tout le temps, c'est dire est-ce que ce que je suis en train de regarder correspond à ce qu'on m'a demandé par rapport à la création. Oui, parce que notre fonction, en fait, au Français, était, en tant qu'exécuteur du projet, en fait, était de saisir ce que l'autre voulait, en fait, le metteur en scène, le costumier, de saisir. Même si, moi, je considère toujours que l'artiste a raison quelque part, même si on pense que... Mais il a sa raison et il faut la saisir, cette raison. Il faut la comprendre. Il faut la comprendre et savoir ensuite transmettre aux gens qui vont faire la chose aussi. On est un peu, moi je considérais ma fonction un peu, le lien sensible entre l'artistique et la technique. Ça le reste. Tu vois. Je voudrais revenir, Renato, parce que c'est très amusant que tu aies parlé tout à l'heure de tes débuts en 64 avec le Cyrano. Nous travaillons actuellement sur un Cyrano où nous fabriquons
la plupart des costumes, mais à un moment dans le temps, vu la quantité de costumes qu'il peut y avoir dans cette pièce, tu le connais bien le problème, je suis allé dans nos réserves. Et puis parce que j'avais des documents, enfin des maquettes, pardon, qui étaient plus classiques, de facture plus classique pour une scène particulière. Et je suis allé dans nos réserves pour voir si on avait des choses qui se rapprochaient et qui pouvaient nous aider. Et j'ai proposé à la créatrice de costumes les Cyrano de 64, et notamment un costume, parce que la couleur était très proche de la maquette que j'avais. La maquette en question que j'avais était pour De Guiche. Et dans le Cyrano de 64, il y a un De Guiche qui était joué par Georges Descrières à l'époque, qui était exactement de la même couleur que la maquette et du même volume. Et donc, évidemment, quand j'ai proposé ça à la créatrice de costumes, elle me disait, mais c'est juste insensé. Je dis, non, c'est pas insensé, c'est la comédie française, quoi. C'est qui nous permet, et donc de 64 à 2023, le hasard fait qu'on retrouve sur le même spectacle, un univers possible, commun, au moins sur un costume, et il se trouve que c'est sur le même rôle. Super. Et le rôle en question est joué par Nicolas Lormeau, et quand je lui ai dit que c'était un costume de Georges Descrières, il était absolument ravi. C'était de la très jolie... c'est la passation. C'est la passation, non, mais c'est beau, c'est une belle image. Et ça continue. C'était ma conclusion.